Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Décision Achat TV. Aujourd'hui, on va vous parler de la captation de l'innovation fournisseur dans ce rendez-vous qui scrute les évolutions de la fonction achat en partenariat avec Manutan. Et ce thème d'aujourd'hui, nous allons le traiter avec deux invités. D'abord, Céline Fèvre, bonjour. Bonjour. Céline, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice générale adjointe à la région Bretagne en charge du numérique, du juridique et des achats, ce qui tombe plutôt bien. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis Antoine Compin, bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes un habitué de Décision Achat TV, vous êtes le patron, le directeur général France de Manutan. Merci d'être là. Céline, pour commencer, est-ce qu'on attend vraiment d'un service achat qu'il soit innovant? Question de base. Alors, dans le contexte de crise qu'on traverse, j'ai envie de dire 10 fois oui. Oui, car l'innovation est vraiment une source d'optimisation continue du service public. Et oui, car l'innovation doit permettre l'optimisation des dépenses au service du juste prix. Mais ce qu'il est important, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle d'innovation. Selon moi, l'innovation ne vaut pas seulement que pour la recherche et le développement ou pour les achats très spécifiques ou dits technologiques. L'innovation doit s'attacher à tous les segments d'achat et tous les marchés, qu'il s'agisse de marchés de travaux, de marchés de fournitures, de marchés de services. Et c'est avant tout en fait un état d'esprit, une posture. Il s'agit pour moi de travailler de concert avec les fournisseurs, mais également avec l'ensemble de l'écosystème achat de notre territoire, qu'il s'agisse des fournisseurs, des sous-traitants, des co-traitants, des organisations professionnelles. C'est la raison pour laquelle il faut absolument travailler sur la pratique du sourçage, parce qu'il nous faut diversifier la nature de nos fournisseurs. Il faut travailler sur nos dépendances et c'est absolument important dans le contexte qu'on connaît. Il faut qu'on puisse qualifier parfaitement nos fournisseurs, bien connaître leurs raisons d'être, les modèles économiques qui sont les leurs. Et donc, l'innovation, c'est finalement réussir à aligner la stratégie de notre collectivité avec la stratégie fournisseur. Antoine, comment est-ce que vous procédez en termes d'innovation chez Manutan? Eh bien, exactement comme ce que Céline vient de décrire. C'est-à-dire que chez Manutan, nous sommes un distributeur de matériel aux entreprises. En tant que distributeur, on a un rôle central à jouer parce qu'on se situe entre nos fabricants, fournisseurs, partenaires et nos clients partenaires. Et ça se matérialise de deux manières différentes. La première, c'est que nous allons nous appuyer sur les innovations portées par nos fournisseurs. Donc, on attend à ce qu'ils viennent avec des nouveautés, des solutions innovantes et on va être en capacité de porter ces innovations sur le marché auprès de nos clients. Alors, bien évidemment, on va potentiellement les challenger, mais on va effectivement rechercher des fournisseurs qui vont avoir cette capacité à apporter de l'innovation. Et puis, dans un deuxième temps, on va aussi travailler des innovations, je dirais, un peu plus internes, avec des services qu'on se veut innovants. Et donc, on va travailler des services en lien avec l'économie circulaire, en lien avec la désinfection, par exemple, des bâtiments pendant la période de Covid, ou des méthodes et des outils comme Save Inside, qui est une méthodologie dont je reparlerai tout à l'heure, qui est innovante. On a bâti cette innovation il y a à peu près 3 ans, et vous verrez comment tout à l'heure. Céline, vous avez évoqué tout à l'heure le sourcing, en fait, qui est un critère vraiment essentiel pour identifier les sources d'innovation, finalement. Complètement. On a fait le choix en fait de travailler avec un pure player du sourçage qui est Silex. On a déployé leur plateforme au bénéfice de tous nos acheteurs publics pour pouvoir sourcer les fournisseurs. Alors les fournisseurs innovants, mais pas seulement. Ce qui nous permet en effet de anticiper le besoin qui est le nôtre, communiquer aussi sur notre programmation des achats et susciter le plus possible d'innovation, innovation technologique, mais encore une fois, pas seulement, puisque l'innovation n'est pas une fin en soi. L'innovation doit servir les transitions auxquelles on doit faire face. Donc c'est absolument essentiel, en effet, de mettre en œuvre des méthodes nouvelles. Alors le sourcing en est une, mais la définition fonctionnelle du besoin en est une autre. La bonne manière de décrire nos critères d'attribution des marchés en est encore une autre. Et puis aussi laisser une marge de manœuvre à nos fournisseurs au travers de ce qu'on appelle les variantes pour qu'ils puissent faire valoir leur savoir-faire au travers de leur réponse à nos appels d'offres. On parle souvent de co-construction. Comment est-ce que ça fonctionne, la co-construction? Est-ce que vous avez un ou quelques exemples
soumettre? Alors, la co-construction, pour nous, est clé dans le travail d'innovation. Innover tout seul, c'est bien, mais à innover et co-construire à plusieurs, on voit que c'est beaucoup plus efficace. On peut citer 3 exemples qu'on a observés. Alors, je vous ai parlé d'une méthodologie qui s'appelle Save Inside, qui est en fait une méthode que nous avons élaborée avec un client au départ et des clients par la suite. En fait, on s'est vraiment rapproché du besoin exprimé par l'un de nos clients qui souhaitait optimiser ses achats au travers d'une méthode. Donc, on a travaillé ensemble à 4 mains pour proposer une méthodologie sur différents leviers qui va l'aider, aider ce client et puis par la suite l'ensemble de nos clients à optimiser ses achats de classe C. Ça, c'est un exemple, une solution qui s'est transformée d'ailleurs en application web au travers de la méthodologie. Un autre exemple, plutôt sur la partie produit, là vous allez voir, c'est un petit peu spécifique. Un de nos clients de l'agroalimentaire avait un besoin très particulier sur un bac qui servait à transporter de la marchandise aux alentours de l'ensemble de son parcours, sa chaîne automatisée, mais avec pas mal de contraintes et aucun bac ne correspondait sur le marché à ce dont il avait besoin. On s'est rapproché d'un fournisseur partenaire avec qui on avait beaucoup de relations et une grande antériorité. Et on a développé ensemble, donc on a co-construit cette innovation pour que le produit puisse correspondre exactement aux besoins de notre client. Donc là, on a un exemple plutôt sur la partie produit. Puis je finirai sur un exemple alors, en lien avec les appels d'offres dont vous avez parlé tout à l'heure, où en fait, on est sur une catégorie de produits achats de classe C qui sont quand même caractérisés par beaucoup de références, 400 000 références dans le catalogue aujourd'hui, et une complexité de réalisation des appels d'offres par nos clients, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement complexe à gérer. Donc on va co-construire l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients de les aider à réaliser, vraiment à écrire les caractéristiques de cet appel d'offres. Il n'en demeure pas moins qu'ils restent évidemment totalement responsables de l'appel d'offres qu'ils vont ensuite soumettre au marché, mais au moins on les accompagne dans cette rédaction. Donc là encore, c'est un exemple de co-construction. Alors on vient de parler de 2 voies d'innovation. Il y a évidemment l'innovation interne, il y a la co-construction avec le client, mais en fait, il y a une 3e voie, Antoine. Il y a effectivement une 3e voie où on peut même s'appuyer sur d'autres partenaires. Je vais prendre l'exemple d'un programme qui a été élaboré par Manutan et le MoveJ qui s'appelle Move with Manutan. Alors le MoveJ, c'est un organisme qui aide les entreprises à se développer. Et Move with Manutan, nous avons choisi d'aider les startups qui bien souvent sont synonymes de solutions innovantes, disruptives. Donc on les aide à se développer, on les accompagne et aussi on bénéficie notamment de ces innovations. Un exemple avec Merci Yanis, qui est une société qui aujourd'hui commercialise ses produits au travers de Manutan en tant que distributeur sur des capteurs d'air. Donc vous voyez que c'est un exemple où on va s'appuyer sur des startups. Et puis j'en citerai un autre aussi où on va travailler sur de l'intelligence artificielle. Donc là encore, nous avons identifié une société qui est venue avec une solution très innovante pour nous aider à faire 2 choses. C'est traiter les emails que l'on reçoit. Alors ça n'a l'air de rien, mais quand vous recevez entre 3000 et 4000 emails par jour de nos clients, eh bien, il y a un algorithme qui devient en fait au final de l'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'il apprend de lui-même, qui va dispatcher tantôt un mail qui correspond à une information de produit, tantôt un mail qui correspond à une réclamation, tantôt un mail qui correspond à une commande, et on va gagner beaucoup de temps. On le fait également pour la partie des appels d'offres, puisque ça va nous permettre, quand un client nous demande de référencer parfois plusieurs centaines de milliers de références, eh bien, l'intelligence artificielle a un outil qui va permettre d'aller chercher à codifier beaucoup plus rapidement. Ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps et ce qui nous permet de passer tout ce temps à proposer de la valeur à nos clients et passer beaucoup plus de proximité pour trouver encore une fois d'autres solutions de développement. Céline, une question qu'on ne s'est pas encore posée, est-ce que l'innovation est vraiment possible malgré les réglementations finalement ? Je pense que oui, la réglementation permet beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mais il faut savoir s'en saisir. La réglementation européenne relative à la commande publique a beaucoup évolué ces dernières années. Comme je le disais, c'est une question de posture. À l'image de ce que disait Antoine, on a porté en région Bretagne une politique d'achat économiquement responsable qu'on a co-construite avec les opérateurs économiques et les organisations professionnelles. Et ensemble, on a défini les objectifs d'achat qu'on entendait atteindre, en tenant compte en fait des contraintes structurelles, mais aussi des contraintes conjoncturelles auxquelles on fait face les uns les autres au fil de l'eau. Ce qui nous a amené en fait à pouvoir donner à voir les résultats qu'on atteint collectivement, parce que les résultats qu'on atteint, nous, acheteurs publics, ils sont aussi liés à la manière dont les fournisseurs répondent à nos marchés. Ce qui nous a amené aussi à user en fait des technologies au bénéfice de cette démarche au travers d'un observatoire des données de l'achat public, c'est-à-dire qu'on utilise en fait la production de données nativement numériques pour calculer de manière automatisée l'atteinte
des résultats au travers des indicateurs qu'on a fixés. Et donc, si vous allez sur notre observatoire achat-public.data.bretagne.bzh, vous y découvrirez en fait l'atteinte de nos objectifs. Et on a tout particulièrement travaillé selon une méthode de co-construction pour l'atteinte des objectifs de la loi Egalim sur le champ de l'agroalimentaire, puisque la loi nous fixe des objectifs extrêmement importants s'agissant de l'achat de denrées alimentaires en restauration collective. Et donc, on a travaillé avec les différentes filières, viande bovine, viande porcine, fruits, légumes, etc., sur en fait, des guides pratiques de l'achat public. En fait, on a travaillé à anticiper les difficultés qu'ils avaient à répondre à nos marchés et à optimiser au mieux un peu ce que vous avez dit, hein, non pas qu'on écrit les cahiers des charges avec eux, mais en tout cas, on essaye d'intégrer dans nos marchés, dans les critères, les contraintes qui sont les leurs, justement pour pouvoir bénéficier des meilleurs produits qu'ils proposent. Donc la réglementation ne peut pas être un frein, n'est pas un frein à l'innovation. Ce qui est un frein à l'innovation, c'est peut-être l'absence de compétences suffisantes en termes d'achat public au sein des équipes, par exemple. C'est la raison pour laquelle il faut absolument investir en matière de compétences, en matière de GPEC, s'agissant de la fonction achat, qui est une fonction absolument stratégique dans une entreprise, mais ça doit le devenir aussi dans les administrations. Est-ce que vous avez des programmes de co-innovation à la région Bretagne ? Alors, pas à l'image de ce qu'Antoine a décrit, je vous le disais, l'achat public, c'est une politique, c'est une stratégie qui se décline sous la forme de contrats publics. Donc, en fait, on travaille en amont dans le cadre de sourcing avec les opérateurs économiques, avec les organisations professionnelles, de la manière dont je l'ai expliqué, par exemple, pour les achats de denrées alimentaires. Mais probablement qu'on pourrait aller encore plus loin. Maintenant, il faut voir que dans le domaine de l'achat public, il y a encore quelques temps, on imaginait ne pas pouvoir dialoguer avec les fournisseurs. Ces dernières années, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Et c'est vrai que le numérique et les plateformes nous permettent cette interaction plus aisée. Mais il demeure encore quelques réticences à travailler beaucoup plus en amont et être dans la co-construction. Maintenant, quand on regarde les enjeux en termes de délai d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement, de relocalisation, si on veut travailler à l'échelle d'une région, à la relocalisation d'une filière, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Il va falloir absolument travailler en coopération avec les acteurs concernés. Antoine, comment est-ce que chez Manutan, vous gérez l'acculturation de vos collaborateurs aux différentes sources d'innovation ? Parce que ça, c'est un vrai travail, ça. Et déjà, j'aime beaucoup parce que cette accessibilité dont parlait Céline à l'instant nous a permis en fait de faire une chose, c'est repartir du besoin de nos clients. Et dans la culture de Manutan, il y a cette volonté de repartir systématiquement, et ça signifie que c'est un travail qui ne s'arrête véritablement jamais, repartir du besoin client, repartir des besoins, je dirais, primaires, essentiels, pour ensuite pouvoir travailler à innover, co-construire quelque chose. Ça, je pense qu'on l'a bien décrit. Dans la culture de Manutan, on a aussi le fait d'apprendre et progresser ensemble. Ça fait partie de la culture, c'est partie des formations que l'on prodigue aujourd'hui à l'ensemble de nos collaborateurs, soit lors de formations individuelles, soit de formations collectives. On a d'ailleurs un très joli bâtiment qui s'appelle l'Université, qui est au centre de notre centre européen, où l'ensemble des collaborateurs sont formés. Et puis dans la culture, on a aussi cette envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, ouvrir les portes, essayer de faire de la veille, en tout cas faire preuve de curiosité, aller chercher des innovations pour ensuite pouvoir les apporter à l'entreprise, travailler sur quelque chose de différenciant, de plus disruptif, qui va correspondre à des besoins clients. Donc ça fait partie des valeurs de l'entreprise et de la culture. C'est évidemment porté fortement par nos managers, et c'est notamment au travers de différentes formations qu'on va continuer. Ce n'est pas un travail qui se décide du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend évidemment du temps et qui continue à perdurer. Et puis je pense que le rôle de distributeur comme Manutan, c'est ça, c'est véritablement être... Alors, c'est exactement ce que Céline a décrit, c'est-à-dire qu'on a un besoin, on a des choses nouvelles qui évoluent énormément dans ce marché, notamment en termes de technologie. Et puis nous, en tant que distributeur, on essaye de faire cette jonction entre ceux qui y parviennent, soit dans des startups, soit dans des organismes, des partenaires fabricants déjà existants, pour les apporter à nos clients, mais pas que. On essaye aussi effectivement de faire ce lien pour co-construire et d'aller apporter à nos fournisseurs fabricants également cette bonne parole. Et chez vous, Céline, comment est-ce que vous faites pour gérer la montée en compétences de vos acheteurs ? Alors ça, c'est un véritable sujet, un véritable enjeu, comme je vous le disais.
et c'est un avis assez personnel, je pense qu'aujourd'hui, on a un déficit en fait, de formation et de professionnalisation des acheteurs publics. Moi, je rêverais de proposer un Vie ma vie à nos acheteurs publics pour qu'ils aillent en fait dans des entreprises telles que Manutan pour voir comment fonctionne en fait une direction achat, un service achat. Je pense que l'achat public a beaucoup à apprendre de l'achat privé. Non pas qu'il faille mettre la réglementation à la poubelle, c'est pas la question. Mais je vois en fait ce rapprochement s'opérer. Et c'est la raison pour laquelle on finance à la région des formations à la professionnalisation des acheteurs publics, où on essaye en fait de leur inculquer des dimensions achats, dimensions financières, dimensions économiques qui, jusqu'à il y a encore quelques temps, étaient complètement absentes, puisqu'il s'agissait essentiellement de rédiger des marchés, de publier des consultations et puis d'attribuer des marchés. Finalement, on investissait assez peu dans la phase d'exécution, alors qu'on sait que c'est absolument là que tout se joue, en amont et pendant la phase d'exécution. À la limite, la phase de consultation, c'est peut-être pas là qu'il faut le plus investir. Donc là, on a un vrai enjeu collectivement. Voilà, j'espère que peut-être il y aura des propositions. Et puis après, il faut en effet avoir les moyens aussi de recruter des compétences. Et ça, c'est un vrai sujet à l'heure actuelle. Mais on voit qu'il y a des évolutions aussi des rémunérations dans la fonction publique. Et ça doit pouvoir nous aider à avoir des compétences absolument stratégiques, et en particulier sur l'achat public. Notre sujet du jour, c'était comment capter les innovations fournisseurs. Je crois qu'on a donné pas mal d'informations. Merci beaucoup, Céline Fèvre, d'être venue sur le plateau de Décision Achat TV. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Antoine Compin. Si vous voulez en savoir plus sur cette thématique, c'est assez simple. Il existe un blog des experts. Et pour vous y rendre, il suffit d'aller sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. À très bientôt sur Décision Achat TV. Merci.